Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-08. Nous allons commencer par Dittersdorf, Karl Ditters von Dittersdorf, 1739-1799. Et il s'agit ici d'un concerto pour harpe et orchestre. Alors, une œuvre d'intérêt très contrasté. Dittersdorf évolue entre une écriture qui est attachée parfois au style galant et une écriture plus affranchie. Et le premier mouvement contient d'excellents passages très lyriques, surtout de la part du soliste. Le soliste s'affirme par une écriture très serrée, très dense, relativement virtuose, et comme souvent à cette époque, eh bien, ce sont des thèmes principaux répétés à l'orchestre qui constituent le point faible de l'œuvre, et en particulier le thème symphonique du dernier mouvement, qui peut même être assez franchement horripilant. Alors, comme dans l'ensemble de l'œuvre d'Ittersdorf, eh bien ici nous avons une œuvre qui est composite et qui se situe entre le concerto pour contrebasse, lui au contraire de contrebasse et orchestre, au contraire lui qui était extrêmement élaboré, mais dans le style classique, et d'autre part eh bien, les symphonies sur les métamorphoses d'Ovide qui elles sont très largement en avance sur leur temps, et même en avance sur les symphonies de Beethoven sur le point de vue du langage symphonique. Nous poursuivons avec Otto Nicolai. Alors ici c'est une découverte. Une ouverture, Il Templario, pour orchestre. Alors c'est une ouverture d'opéra qui est dans la tradition rossinienne, très pétulante, très expansive et d'un lyrisme communicatif. En particulier, Nicolai utilise très particulièrement et très judicieusement le tympani, qui est l'instrument lyrique par excellence pour l'orchestre, et ceci pour rehausser le lyrisme de son ouverture. Et cette œuvre doit son intérêt au thème principal qui est absolument magnifique, et on peut déplorer, disons, dans la partie centrale qui est de tempo moderato, une légère diminution de l'intérêt. Mais au final, donc, une très belle œuvre que le mélomane doit connaître. Nous poursuivons avec une symphonie, toujours d'Otto Nicolai, une symphonie datant de 1835. Alors c'est une symphonie très inégale selon les mouvements, un style symphonique qui apparaît très mature par rapport à son époque, des effets très élaborés dans le premier mouvement, une empreinte lyrique bien affirmée, et notamment dans les crescendo, et un emploi assez remarquable du pianissimo. Le scherzo, d'un certain intérêt thématique, n'affirme pas le rythme et la densité qu'on attend de la part de ce mouvement. Et le dernier mouvement est extrêmement décevant, archaïque par rapport au reste de l'œuvre, et il mêle des passages qui sont plutôt du pseudo-contrepoint, et même de la ritournelle qui est plutôt simpliste. Donc au final, eh bien, cette symphonie vaut essentiellement par son premier mouvement que l'on pourra écouter très profitablement. Nous continuons avec un concerto pour piano-orchestre de Palo Boix Manuel, concerto drammatico datant de 1946. Alors c'est une œuvre très tonale, mais en même temps très cacophonique, donc moderniste, et notamment dans son dernier mouvement qui est véritablement étouffant. Alors aucun passage inspiré à mon avis dans ce concerto, bien que le soliste essaie parfois de s'épancher en digression, notamment la cadence du premier mouvement, mais qui ne concourt pas à augmenter l'intérêt de cette œuvre. Un autre concerto très décevant, celui de Cherokee Kazimierz,
concerto romantique datant de 1950. Malgré le titre romantique, eh bien, cette œuvre ne présente absolument rien de romantique, au point qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une provocation gratuite, mais pas obligatoirement. Alors, cette œuvre évolue dans la dissonance presque du début à la fin, alors notamment en particulier dans le dernier mouvement, et aussi la discordance instrumentale. Alors, quelques passages pourraient présenter un certain intérêt, notamment dans la deuxième partie lente du premier mouvement, où le soliste est parfois très volubile. Et nous terminons par un concerto pour piano de Dana Seuss, datant de 1941. Alors c'est une œuvre très composite et très variable sur le plan de l'inspiration et la thématique. Alors la compositrice atteint parfois un niveau d'élaboration musicale très élevé, mais parfois se perd dans des errements pas très bien définis. En particulier, le premier mouvement est composé de bribes thématiques qui sont assez informes et qui donnent l'impression d'une inspiration qui ne se trouve pas. Le deuxième mouvement atteint parfois une dimension magique, mais nous n'avons pas de thème marquant qui permet d'asseoir son intérêt. Le troisième mouvement, très court, eh bien, c'est un scherzo fulgurant, aussi bien de la part du soliste qui est très volubile dans l'extrême aigu, très chromatique, que de la part de l'orchestre, donc qui est original dans ses effets et qui évite tout heurt inutile. Et le dernier mouvement, eh bien, sans égaler ce sommet, nous délivre des passages fulgurants piano. C'est la partie symphonique ici qui paraît moins convaincante. Donc au final, eh bien, un concerto qui vaut surtout par un scherzo quasiment exceptionnel.